Bienvenue sur Background, l'émission où on parle musique différemment, avec Grice et moi-même Yamcha. On va essayer de vous faire découvrir l'envers du décor de la musique. Et pour cette première émission, on est heureux de recevoir Diego. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Parfait. Donc Diego, pour vous expliquer un peu ce qu'il fait, c'est un multitâche de la musique, un homme de l'ombre. Donc c'est clairement ça le but de notre émission Background, c'est mettre la lumière sur les gens qu'on connaît pas beaucoup mais qui font énormément pour la musique. C'est une belle présentation. Je suis flatté. Juste une petite rectification, c'est pas le premier épisode, c'est le deuxième. Ah ouais, mais moi je partais sur 0 et 1, tu vois. Ah d'accord. C'est ça. Dans des histoires de concept, là, épisode 0. Grave, exactement. C'est ça, exactement. Diego, comment tu vas? Parfaitement bien. Le confinement? Ça se passe, on s'adapte. Hein. Ouais, ça va. Tant que la famille va bien, c'est le plus qu'on important. a un toit, qu'on a à manger, Ouais, c'est le plus important. ça va. Et donc, pour commencer directement, donc Diego, ma première question, tout de suite, pour commencer, c'est comment tu tombes dans la musique? Comment je tombe dans la musique? Je dirais tout simplement déjà en tant qu'auditeur, j'écoutais ce que mes parents faisaient. Il y avait beaucoup de musique qui tournait à la maison. Ok. Et je pense que ça a été ça ma première rencontre, en fait, on va dire, avec la musique. Donc ça allait des Beatles à Bob Marley, à Balavoine. Ouais. C'était vraiment varié, quoi. Mm-hmm. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir, plus tu grandis, c'est surtout, je pense, à l'adolescence, où tu commences à chercher à trouver ta personnalité, puis à aller chercher ta musique toi-même. Et puis voilà, je pense que c'est là vraiment la rencontre, d'où tout vient, d'où tout part. La musique que mes parents écoutaient, ouais. D'accord. Et après, comment tu dis le rap? Le rap, ma rencontre avec le rap, j'ai envie de dire comme ça, MTV, c'est là vraiment où j'ai... Ça, c'était le feu, ouais. Là, peut-être on a C'était... perdu les moins de 30 ans, mais... Je crois que c'était le dimanche à minuit, je sais plus, c'était tard le soir. Yo MTV Rap. Ouais, c'était ça. Yo MTV Rap, exact. C'était ça. Ou quand t'avais cours trop tôt le matin, tu mettais ta cassette VHS enregistrée, puis tu regardais le lendemain en rentrant, ouais. Le rap, c'était ça, ouais. En fait, j'écoutais vraiment beaucoup de musique quand j'étais gamin, mais pour être plus précis, juste avant le rap, en fait, j'écoutais des groupes comme Rage Against the Machine, qui mélangeaient en fait, qui étaient avec des gars qui jouaient des instruments, et le gars rappait dessus. Mm-hmm. Et je pense que ça y a une transition là-dessus, en fait, parce que après, je crois que c'était en début 90. Ouais. Et le rap, je m'y suis vraiment mis, je crois, vers les 93. Mais vraiment, le groupe qui m'a fait vraiment, où il y a eu le switch, c'est Cypress Hill. Ah oui. D'accord. Mais c'est à partir de là. Mais toujours dans cette... c'est vrai que Cypress Hill, Rage Against the Machine... C'était un peu lié quand même, ouais. C'était un peu la même vibe, ouais. D'accord, donc t'as un côté un peu... Rocker. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais, j'ai écouté. Pour moi, c'était très très rock, ça. Quoi, Rage Against the Machine ou Cypress Hill? Non, Rage Against the Machine. C'était puissant. C'était plus du rock que du rap, même. Exact, ouais. Donc ça veut dire que... Est-ce que tes premiers amours, donc rap, c'était aussi quelque chose, Cypress Hill, mais quelque chose de violent, puissant Toi, Cypress Hill, tu considères ça violent? À un moment donné... Mais c'est pas que c'était violent, mais tu sais, cette imagerie un peu noire, un peu... Ouais, mais c'est ça que j'allais dire. C'est que, en fait, je pense que pourquoi j'ai accroché, c'est que ils avaient les codes du rock, en fait. C'est très noir. Enfin, je crois que la pochette de Black Sunday, c'était un cimetière. Ouais. Et ils reprenaient beaucoup les codes du rock, en fait, au début. Donc c'est peut-être ça qui m'a aidé, en tout cas pour moi, à faire la transition. Mais du coup, après, moi, quand j'ai commencé à écouter Cypress Hill, il y avait toute la même scène, la funk d'OBS, il y avait House of Pain. Ouais. Et après, il y avait, de l'autre côté plus côte Est, il y avait Daz FX. Ouais. Mais c'était ça, ouais, les premiers groupes. Après, il y avait aussi le rap... il y avait le rap français, mais ça, c'était plus mon petit frère qui écoutait du rap français. Je sais qu'il y avait la compile Rap Attitude. Je crois que c'était au début des années 90. Je sais pas si c'était 90 ou 91, je sais plus. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait des gars de la ville de Châtillon, là où j'ai grandi, qui apparaissaient dessus. Ouais, ah oui, c'était qui? Les New Generation MC, avec le titre toutes les mêmes. Ok. Et mais à ce moment-là, il y avait des trucs qui revenaient, qui arrivaient à mes oreilles, des noms, mais ça me parlait pas, en fait. Je pense que c'était le rap français. Je me suis mis vraiment à partir de, je vais dire 95 avec Time Bomb. Je pense que c'est là où ils ont adopté vraiment le flow. De toute façon, pour moi, il y a un avant et un après Time Bomb.
C'est ça, ouais. Donc, et donc, les petits switches du genre rock, rap, comme on avait Run DMC et... Ouais. Et ça te parlait déjà, ça? J'écoutais pas spécialement. Ouais. J'ai pas écouté forcément tous les groupes qui mélangeaient rap rock. Je restais pas dans une catégorie, il faut que j'écoute ça ou ça. Ouais, okay. C'était vraiment ce qui arrivait à mes oreilles. Parce que même après, il y avait... Enfin, je me suis dit, il y a tellement de groupes... mais il y avait des trucs plus cool, à la Tribe Called Quest ou quoi. C'était pas forcément du rap. D'accord, ouais. Ça, c'était vraiment la porte d'entrée, en fait. Cypress Hill, c'était vraiment ma porte d'entrée dans le rap où après, j'en suis plus sorti, quoi. Ok, d'accord. Mais après, il y a tellement de... En fait, il y a tellement de styles de rap que après, t'as le choix. Hein. Tu vas là où ça te plaît, quoi. Bah, c'est clair. Ouais. Et donc, si je comprends bien, donc tu commences à aimer le rap comme ça et tu tombes dans le DJing. Effectivement. Ouais. Attends. Ouais, je vais trop vite. En général, les gens qui font ça, ils ont dansé aussi. Est-ce que t'as été un danseur? Moi, j'ai pas dansé. Non. Okay. Par contre, j'ai fait un peu de graphe. Ouais. Ah ouais, donc t'étais hip-hop. Ouais, c'est ce qu'il faut dire. Faut dire hip-hop. Ah, parce que ça. souvent, on dit le rap. Mais en fait, dans ces époques-là, on était hip-hop. Rap, graphe, danse. Et donc, DJing. Ouais. Et donc, toi, tu dis que t'as fait rap. Enfin, t'as commencé à aimer le rap et tu t'es lancé dans le graphe. Ouais, ça, c'était en 80... Ouais. 96, 97, je pense. Ouais. Avec quel nom de graffeur? C'était BAC, B-A-C-K. Voilà, donc à tous les camionneurs qui ont leur camion. Je l'ai pas fait très longtemps, j'ai fait 1 ou 2 ans, mais... Ouais. Et après, t'as pris les platines. Ouais, ça c'était en 96, je pense. C'était suite à la rencontre d'un gars qui s'appelle DJ Blacker. Ok. Que j'avais rencontré pendant une formation de couture dans Paris. Comme quoi? Oui, de la couture. Apprendre à fabriquer des vêtements. Et en fait, on s'est liés d'amitié, en fait. Et après, il me dit, un jour, je passe chez lui. Il habitait dans le 18e. Il habitait avec sa femme. Et on était parti chercher un truc. Après, on devait bouger. Et il avait ses platines. Donc moi, j'écoutais déjà du rap. Les platines, en fait, je les avais juste vues dans les clips. Okay. Ouais. Et là, c'était la première fois que je les vois en vrai. Et je commence à toucher et tout ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'ai la même chose. Donc j'ai économisé parce que à ce moment-là, je crois que là c'était une formation payée, en fait. C'était une formation payée, donc j'ai économisé. Après j'ai taffé et je les ai achetés à un pote à lui qui les vendait. Je crois que c'était DJ Saïdou. Il faisait beaucoup de soirées déjà à l'époque. D'accord. Et je les ai achetés d'occasion. Voilà. Et c'est là où après Ouais, c'est souvent ce qui ressort. On disait que l'équipement pour devenir DJ c'était vraiment cher. Ouais, c'était très cher à l'époque. Très cher. Ouais. Donc moi les premières platines, je les ai achetées d'occasion. Ouais. Et c'est comment ça se passe? Tu t'entraînes chez toi dans ta chambre, tu mixes. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'ai jamais été DJ. Donc, et moi, ça m'étonne toujours de se dire comment on commence à être DJ. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, j'ai les platines maintenant, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, j'écoutais les émissions de DJ Clyde et Asco sur Nova. Ah oui. Et il me semble qu'il y avait Cut aussi, Cut Killer, qui avait son émission. Ouais, sur Nova. Il a eu une émission sur Nova. Ouais, j'étais trop jeune. Ah bon? Ouais, il a eu une émission sur Nova. Il a eu Skyrock et tout ça, mais il a eu avant ça Nova. Ok. Donc pour apprendre, en fait, j'enregistrais les émissions sur une cassette. Ouais. Et après, je me les réécoutais pour essayer de refaire soit les mêmes enchaînements ou les mêmes scratchs, quoi. Et t'arrivais facilement? Il fallait travailler, hein, c'est comme tout. Hein. Ouais. Non, parce que rien n'est facile. Hein. Honnêtement, moi, tu peux me parler de rappeurs, tout ça, je connais à peu près. Mais ça, pour moi, c'est l'inconnu total. Ouais. Prendre des disques, les passer tout ça, pour moi, c'est compliqué. Non, je trouve ça facile maintenant, mais mais de toute façon, quand t'as envie d'apprendre un truc, tu y vas, quoi. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, tu continues toujours? Pas vraiment. Je suis en train de réinstaller les platines à la maison parce que j'ai envie d'apprendre à ma fille qui a 12 ans. Donc je pense que c'est un âge où elle peut apprendre pour la culture. Voilà. Pour la culture, exactement. Donc là, je suis vraiment en train de les réinstaller pour lui apprendre. Ouais. Mais il y a aussi mon fils là qui arrête pas de jouer. Il met ses camions dessus, il fait tourner là. Comme dans le clip de Vibe. Ouais, exactement. Donc lui, ce sera après. Ouais. Et donc là, quand t'es dans cette phase un peu DJ, tu dis que t'écoutes DJ Clyde, DJ Cut Killer, c'est tes références ou t'en as d'autres? Parce que là, finalement, on est sur des références françaises. Alors que tu commences le rap avec des références américaines et tout. Ouais, c'est vrai qu'en termes de DJing, c'était plus au début des références françaises. Ouais. Parce que c'est ce qui arrivait le plus facilement à mes oreilles. De par la radio, en fait, qui était accessible avec un radio cassette, quoi. Et mais après, au fur et à mesure, parce que c'était l'époque aussi des
des DJ, enfin des VHS où t'avais des championnats, t'avais les championnats d'IMC. Ah, les DMC. Ouais, t'avais beaucoup de VHS où tu pouvais, où t'avais, soit les championnats qui étaient filmés, ou soit il y avait Qbert en fait qui faisait le con, qui se déguisait, qui faisait des scratchs et tout ça. Ah ouais, ok. Et si je devais te citer une référence en américain, ce serait lui, Qbert. Qbert. Ouais. Qui était. Ok, la référence quand même. Qui est un monstre en fait, je sais pas comment définir son style. On dirait que le gars il vient d'une autre planète. Ce qui est marrant, c'est que lui il est gaucher, il scratch d'une manière différente. Comme un ambidex en fait. Et en fait du coup ça crée un flow différent. Ouais. Et lui il est très fort. Après il y a aussi DJ Revolution dans un autre style, qui est de la côte ouest et qui bossait beaucoup avec Dilated Peoples. Cette scène là. Et pour les deux références en termes de DJing, ça serait ça, ouais. Et donc quand t'es DJ comme ça, parce que souvent à l'époque, début des années 90 jusqu'au milieu des années 90, c'est souvent le rappeur et son DJ. Donc toi t'es DJ, tu te lances dedans. Est-ce que tu te dis, faut que je me trouve un rappeur ou Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi je mixe dans ma chambre, enfin là en l'occurrence c'était dans la cave parce que mes parents avaient une maison, donc ma chambre elle était dans la cave. Je mixe, j'achète des disques, il y a des potes qui passent à la maison, on écoute, et là je commence à faire des premières mixtapes pour mes potes à la base. D'accord. Et rapidement je me dis pourquoi je ferais pas une pochette, une jaquette et puis j'irais pas les vendre à les démarcher à Châtelet. Bah oui. Comme tous les grands de l'époque en fait. Enfin, quand je dis les grands, c'est les DJ qui étaient déjà installés. Ouais. Donc t'avais Cut Killer, il y avait Posca aussi, c'était une référence. Ah ouais, les DJ. Mais plus en termes de comment dire ça, il était très actif en fait, beaucoup. Il est très productif, voilà. Ça c'est le mot que je cherchais. Ah oui, c'est dans la productivité, lui c'était 2-3 peut-être 2 ou par mois, peut-être 2 par mois ou je sais pas combien par mois, mais en tout cas il est arrivé au moins une cinquantaine de mix, enfin presque une cinquantaine je crois, hein. Sur une année? Non, pas sur une année, mais en tout dans toutes ces mixtapes. Mais du coup, pour répondre à ta question, et du coup, là, c'est là où j'ai commencé à faire des mixtapes, à faire une pochette et à les démarcher. Mais c'est là où je me suis vite trouvé confronté à la réalité, en fait. C'est que. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres C'est DJ. que quand t'arrives dans le magasin, t'as déjà tous les gros noms avec leurs mixtapes et tout ça. Et qu'on te regarde comme ça en disant t'es qui, c'est quoi ces trucs-là, et qu'on limite, on te snob, quoi. Tu vois. Donc ça a été du travail, je me faisais rembarrer. Il y a peut-être 1 ou 2 magasins qui me prenaient les 5 mixtapes. Mais bon, les premières, je les dupliquais à la main. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, tu faisais tout toi-même. De la cover. De la cover. Les premières, la cover, j'allais les faire chez un pote, ou c'est des potes qui me les faisaient. Ok. Mais j'avais acheté un duplicateur cassette. Il y avait aussi un magasin à Montparnasse qui s'appelait Videlec. En fait, ils vendaient des VHS vierges. Tu pouvais acheter en gros ou à l'unité. Et ils faisaient aussi des cassettes. Et j'allais acheter mes cassettes en gros là-bas, et ça revenait moins cher. Et du coup, après, je collais mes petits stickers dessus, et c'était un peu à l'arrache, quoi. Donc là, dans cette partie mixtape DJ, tu reprends des morceaux qui existent déjà et tu les mets sur ta cassette, en fait. C'est ça. Ok, peut-être tu mixes aussi avec ton style et tout. C'est ça. D'accord. Pour moi, ce qui fait l'identité d'un DJ, ça va être sa sélection, ce qu'il va te proposer, ce qu'il va te faire découvrir, et aussi la manière dont il mixe les titres, quoi. Ouais. C'était quoi ton blaze à l'époque? Ouais, c'était ma prochaine question. Quel était le blaze? On veut tout savoir aujourd'hui. DJ Diego, tout simplement. Diego. Sauf que j'avais fait comme Qbert, justement. J'avais fait D.EGO. C'était un peu. Diego. Voilà. Ok. Tu l'as gardé un peu, ce blaze par la suite? Ce blaze, en fait, il existait déjà avant même la musique. Ouais. En fait, c'était un surnom qui est là depuis le lycée. Parce qu'à la base, je m'appelle Rodrigo. Mais apparemment, c'était un prénom pas si facile à retenir, et ça se transformait rapidement en Diego. Et en fait, c'est ce qui me suit depuis toutes ces années, puis je l'ai utilisé comme pseudo, quoi. Ok. Et quand tu te rends compte que donc finalement le marché de la mixtape est en train d'exploser en France, il y en a de partout, tout le monde fait sa mixtape, tu décides quoi? De persévérer encore avec des trucs, ou tu te dis peut-être, parce que souvent avec les DJ, c'est des mixtapes un peu, comment dire, c'est un peu inédite. C'est-à-dire que le rappeur pose peut-être son freestyle ou sur des phases B ou des trucs comme ça. T'as eu ce genre de cas, toi, où t'as eu des rappeurs qui viennent poser sur ta mixtape? Ouais, ça en fait, ça a commencé à m'intéresser, parce que tu m'as posé la question tout à l'heure. C'est vrai qu'au début, c'était vraiment mixer des disques. Et je crois que j'ai commencé à inviter des rappeurs sur la numéro 4. J'ai sorti une dizaine de mixtapes en tout. Ah, quand même. Ouais.
Mais c'est à partir de la numéro 4 où j'ai commencé à inviter des rappeurs essentiellement de la ville, de Châtillon. D'accord. Et puis des alentours, en fait, tu contactais un gars, t'apprenais que lui il rappait, tu dis vas-y viens, tu vas poser un freestyle, après dire j'ai un pote qui rappe, etc. Donc c'était comme ça, voilà. Je dis ça parce que à une époque le DJ c'était super recherché. Quand t'es un rappeur en tout cas, et que tu te dis il me faut un DJ, quand tu sais qu'il y en a un dans une ville, je pense qu'il y a la queue en bas de chez lui. Mais est-ce que Don Diego t'a pris le micro? Ah, la vraie question. Oui, il y a même, c'est même, on peut même le trouver. Encore je sais pas si je dois dire le nom. dis. Non, je vais pas dire. On va faire ça comme un jeu. J'ai posé, puisqu'après je me suis mis à faire, à produire, à faire des instrus. Oui, on va y venir. Et pour répondre à ta question, c'est un titre que j'ai produit pour un groupe du 92. Oui. C'est leur dernier album. On va apprendre qu'il a produit pour Lunatic avec. Attends, quels autres indices je pourrais donner? Et sur le morceau, il y a Daddy Lortzi. Et moi, je chante le refrain en espagnol. Ah oui, carrément. Roca, déjà, il y a Roca dedans, si tu... Non, il a juste dit Daddy Lortzi. Non, j'ai dit ça, c'est l'album du 92. Du 92. Sage Poète de la rue. Je sais pas si le Sage Poète de la rue a déjà fait des trucs avec Daddy Lortzi. À vous de faire vos recherches. Attends, je suis en train de regarder, là. Et c'est la seule trace où... Et l'expérience n'a pas été concluante? Ouais, c'était marrant, j'ai réécouté, je suis retombé dessus il y a pas longtemps, c'était marrant, il y a juste, techniquement, il y a des choses que j'aurais mieux fait différemment aujourd'hui, mais c'est marrant, je crois que je l'avais fait pour rigoler. En fait, je l'avais fait pour rigoler à la base, sans prétention, et je leur ai fait écouter, ils m'ont dit ouais, ça déchire, on le garde. Je pense que le prochain défi, comme on va teaser un peu tout ça, cet épisode, sera de retrouver ce fameux morceau de Diego. Avec un refrain. C'est un refrain, c'est ça? En espagnol. En refrain, et j'ai fait la prod. Je trouverais ça. Un groupe du 92 qui n'est plus actif. Et c'était leur dernier album. D'accord. Et on est en quelle année? Comme ça, au moins, Ouh là là, c'était en quelle année ça? C'était en 2000. Ouais, je sais pas, 2009, 2010? Je sais pas. Ouais, autour de 2010. C'est mauvaise langue, ça. Avec mauvaise langue. Ah, bien vu. Non. À vous de faire vos recherches. On va chercher. On va lancer un concours. c'est ce qu'on fera. Donc on va continuer. Donc tu nous parles de DJing et là, comme tu as évoqué assez rapidement, la partie production. Ouais. Et comment tu fais le switch en te disant est-ce que c'est du genre j'aime plus le DJing, la production me plaît, c'est ce que je vais faire maintenant, ou les deux sont toujours liés? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de DJ passent à la production, on dirait que c'est le chemin naturel, quoi. Ouais. Ça reste lié dans un premier temps. Ouais. Parce que comme je vous ai dit, j'ai fait une dizaine de mixtapes. Donc là, j'ai commencé je crois que ma première mixtape c'était en 98. Après, on arrive en 2000, je crois que c'est 2010-2012 où je sors ma dernière mixtape. Et là, je crois que j'avais déjà commencé, sur ma dernière mixtape, j'avais déjà commencé à produire, il y avait des sons dessus. Donc, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je crois que c'est en 99, j'ai retrouvé un pote d'enfance qui rappait, qui m'a présenté d'autres gars qui rappaient aussi, de la ville et des alentours. Donc on avait créé un collectif qui s'appelait Get le Crew. Ah voilà, c'était ma question. J'avais demandé en fait si tu faisais ça toujours en solo. Ouais, après ça s'est élargi au fur et à mesure des rencontres en fait. Okay. Ouais. Donc on était, je crois, 8. Il y avait des rappeurs, beatmakers, DJ. Je te coupe vite fait, c'est Get le Crew, c'est ça? Ouais, Get le Crew. Okay. Donc il y avait des gars de Châtillon et des gars de Bagneux. Ok. Et donc du coup ils apparaissaient souvent sur les mixtapes quand il y avait des freestyles. Et forcément dedans il y avait 2 gars qui produisaient déjà à ce moment-là. Donc moi à ce moment-là j'étais que DJ et j'ai commencé à observer et à apprendre la manière comment on les regardait en fait. Quand ils produisaient pour le collectif. Ok. Et donc je me souviens qu'il y avait un Mike O'Mike, lui produisait sur Cubase, j'allais chez lui, il m'apprenait, à un moment il me prêtait son ordinateur parce que j'avais pas du tout le matos. Et on apprenait tout ça en fait. Lui il m'apprenait tout ce qu'il savait et puis on a commencé à faire du son comme ça. Enfin lui il en faisait déjà mais moi j'ai appris comme ça. Ouais. La première prod que t'as faite, est-ce que tu t'en souviens? Ouais. C'était sur une de mes mixtapes. Hein. Ouais, et qui a posé dessus? Mais ça, c'est dans l'officieux, parce que les mixtapes, c'était dans le, je vais pas dire dans le couloir, mais dans la partie officieuse, parce qu'il y avait rien de déclaré. Ouais, bien sûr. Mais dans la partie déclarée, c'était une prod pour un groupe qui s'appelle La Cohorte, qui est originaire de Châtillon. D'accord. Et qui avait été pressé sur un maxi vinyle. Et le morceau, il s'appelait Chienne de vie. D'accord. Interprété par Duncan, gars de Châtillon. Donc j'avais produit le titre et mixé le titre. Je crois qu'on envoyait j'ai fini le mix du titre genre 3 heures avant que ça parte au mastering. Mais en fait, toi,
tu t'es lancé dans la production, mais en même temps, t'étais déjà ingé son ou pas? Parce que là, tu me dis que t'as produit et t'as mixé le son. Ouais, bonne question parce que c'est aussi une de tes. Ouais, bah en fait une de tes facettes. c'est des choses enfin c'est des choses complémentaires en fait. C'est que forcément quand tu produis tes mixtapes, quand tu les réalises, bah t'es obligé de faire des niveaux. Enfin c'est la technique, il y a de la technique déjà en termes de matériel. Et même sur la dernière mixtape où justement il y avait beaucoup. Enfin la dernière en fait c'était que des freestyles, que des inédits rap français. Ok. J'ai appris tout seul en fait. Enfin je suis vraiment de base de nature un autodidacte. Et après c'était pas les meilleurs mix du monde à l'époque, mais je voulais le faire, et donc la seule, parce que je connaissais pas d'ingé son, donc j'avais pas le choix que de le faire tout seul en fait. Ouais. Donc t'as commencé à faire tes prods, t'as été DJ et t'as commencé à enregistrer les gens comme ça. Ouais, avec un 4 pistes à la maison. Ce que j'allais dire, à la maison, cassette, tout ça. Ok. Dans la cave chez mes parents. Ils venaient à rapper. J'avais un 4 pistes. Je savais pas ça, Diego. Ah bon? Ah non, je savais pas, Diego. Ouais, c'était un 4 pistes analogique. Ouais. Et après, j'avais pris un 8 pistes numérique à Juan Marco, des New Generation MC. Mais à l'époque, le groupe n'existait plus, mais qui est originaire de Châtillon aussi. Ok. Et qui vendait son 8 pistes, et j'avais pris ça, j'avais fait quelques mixtapes avec ce 8 pistes numérique que j'ai toujours à la maison d'ailleurs. Et après, il y a le studio à Châtillon qui s'est monté en 2000. Ouais. Et c'est là où je bascule sur l'ordinateur. Enfin, vraiment. Là, c'est ton studio à toi? Non, c'est pas mon studio. C'est un studio créé par Odger, en fait, qui est un des membres des New Generation MC, qui travaille pour la ville de Châtillon. Et donc, il a remonté son association là qui existait en 88, puisqu'en fait, à l'époque, il l'avait créé pour avoir un local pour rapper, etc. Ça s'appelle comment l'association? Mouvement Authentique. Mouvement Authentique. Très bonne question, parce que merci de m'avoir sauvé. T'as une bonne mémoire. Ouais, c'est l'association Mouvement Authentique, donc il a écrit en 88. Ok. Donc pour avoir un local pour pouvoir rapper et répéter en fait. Ok. Donc après il y a eu leurs histoires parce qu'il y avait eu Salia, il y avait eu les Little, enfin il y avait ça. Je vous invite à regarder sur internet. Les Little qui passaient là-bas. Ouais, c'est un local où il y a beaucoup de monde. Enfin lui, comme il raconte les histoires, il y a beaucoup de monde. Il y avait Sulibi aussi, bien sûr, qui passait là-bas. Je crois même qu'il y a, il me semble qu'il y a Kenaton, les gars d'Ayam qui sont passés là-bas aussi à l'époque. Ok. Ouais. Donc en fait, après il y a eu l'histoire du MA qui c'est un peu, de mémoire, je crois que c'est certains artistes ont commencé à signer en major, donc du coup un peu le collectif il en a pâti. Ah oui, d'accord. Et puis en 2000 il décide de relancer la sauce. Ouais. Parce qu'il voyait qu'il y avait vraiment il se passait quelque chose au niveau de la ville de Châtillon, il y avait beaucoup de rappeurs, il y avait vraiment de quoi faire en fait. Et il remonte la sauce et il réussit à avoir un local à Châtillon que la mairie nous prête, et en fait c'est qu'on a repeint, etc., qu'on a remis à la sauce. Et donc on a installé un ordinateur, on a créé notre propre cabine et tout ça. C'était à l'arrache quoi. Mais, vous avez tout créé en fait. Ouais, mais ça nous suffisait pour faire ce qu'on avait envie de faire quoi, de la musique, enregistrer et pouvoir sortir des trucs quoi. Ouais. Et toi en tant que producteur, donc tu produis un peu tous ceux qui font appel à toi, ou tu dis Get le Crew, À ce moment-là, c'est essentiellement pour les gars du crew en fait. D'accord. Quoi. C'est vraiment on est à fond dedans, puisque on a sorti un maxi. Je crois la date, je sais pas si ça va être ça, mais je crois que c'est de mémoire, c'est 2003. Mm-hmm. C'est essentiellement pour les gars des alentours en fait. On sort un maxi parce qu'en fait on faisait pas mal de scènes. On avait fait aussi le Printemps de Bourges. Il me semble qu'on a fait la première partie de Explicit Samouraï au Printemps de Bourges. Ouais, donc il se passait quand même un truc avec le collectif. Il y avait une belle motivation. On avait vraiment envie de faire un truc dans le milieu du rap. Bon, après il y a eu les histoires, mais là essentiellement à ce moment-là, c'est vraiment pour les gars du collectif. Après, au fur et à mesure des rencontres, tu rencontres des gens et puis il y a des artistes que j'aime bien, et puis je commence à avoir l'envie de les démarcher. Mais ça, c'est un petit peu plus tard quand même. D'accord, ok. Et on est toujours sur Diego, le nom. Toujours. Ouais, toujours. D'accord. Et tu voulais dire quelque chose, vas-y. C'est à quel moment que tu décides justement de toi de devenir producteur et de créer ton label, ta structure? À quel moment Alors là, on est en 2002, donc je sors ma dernière mixtape. On commence à faire des concerts avec Get le Crew, je crois que c'est 2003-2005. Ouais. Je commence à produire aussi pour un gars, Ortega Dogo, qu'on m'avait présenté, qui venait d'arriver sur Paris. J'avais réalisé son album. C'est
2008-2009. Enfin, le label, il a été Triumph Records, il a été créé en 2009. 2009, avec Triumph mon frère. Ouais. Ok. Et c'est à partir de là où vraiment là j'ai plus ou moins lâché le DJing. Je suis à fond dans la production. Ok. Et puis dans la paperasse, parce que créer un label, c'est créer une société. Et puis il y a beaucoup de paperasse. Et puis forcément, comme je l'ai dit, j'apprends tout seul. Donc à chaque fois, ouais. Ça met pour plus faire de temps des au début, recherches, ouais. voilà, pour faire remplir tel ou tel papier. Et c'est là où on lance le label avec mon frère. Et puis on sort le premier projet. C'est mon projet. Ça c'est en 2009, ouais. Ouais. Donc c'est une mixtape qui s'appelle Affaires de famille. On a invité tous les gens qu'on connaissait qui rappaient. Il y avait Aketo, Gros Dash, Specta, enfin il y en a plein. Mm-hmm. Donc Affaires de famille. Et puis là j'ai fait toutes les prods. Donc il y a une vingtaine de titres, j'ai fait toutes les prods et puis j'ai mixé ça façon DJ quoi. Produit, mixé, tout partout. Le mix je l'avais fait avec un gars qui bossait au studio, parce qu'en fait j'avais bossé au studio aussi. De Châtillon. J'avais été employé au studio Mouvement Authentique. Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un d'autre qui bossait là-bas et je l'avais mixé avec lui. Enfin, c'est lui qui avait fait la plus grosse partie du travail. Je lui faisais confiance et puis moi, je faisais des petites retouches, ouais. Ok. Ouais. Et c'est là où je me consacre à fond dans la production. Et c'est là où, c'est avec mon frère, on monte la structure Triumph Records. Et le but, c'est de placer un maximum de prod sur des artistes qu'on aime bien. T'as réussi? Oui et non. Il y a des artistes où ça n'a rien donné. Il y a des artistes que t'aimais bien, t'as pas pu leur proposer, ou des artistes où t'as proposé, mais finalement tu ne les as plus aimés. Non, mais faut dire qu'avec le recul, à ce moment-là, je pensais que j'ai jamais été. Première grosse référence en termes de production, ouais, c'était une de mes références au début. En réalité, maintenant, quand je réécoute, parce que l'autre fois je faisais du rangement et je suis retombé sur mes packs de prod sur CD. C'était pas super en même temps. Donc au moins tu vois, tu le reconnais. Non, il y a eu des moments j'ai envie de dire des moments de génie. Mais des moments où j'étais satisfait des trucs. Mais par exemple sur un CD où t'as 20 prods, là quand j'écoute aujourd'hui, il y en a une seule que je trouve potable en réalité, tu vois. Ouais. Mais je sais qu'on avait proposé à Sniper à l'époque, enfin à Dash directement, parce qu'en fait c'était leur DJ. Ouais. C'est ça, exactement. DJ producteur peut-être maintenant. Ouais, c'était leur producteur, ouais. Parce que mon frère était en contact avec lui, donc je me souviens qu'on avait été à un rendez-vous. Non, en fait, excusez-moi, j'ai confondu Dash. Ouais, c'est... Ouais. C'est 95, tout ça, mais... Mais c'était pas concluant, et forcément, quand je réécoute les prods, c'était normal. Tu comprends, aujourd'hui. C'est normal. Et mais ouais, il y a des trucs qu'on a réussi à placer, mais les premiers placements que je fais, c'est surtout les connaissances. C'est je pense à Octobre Rouge, qui avait déjà posé, avec qui on s'entendait très bien, et puis ils avaient souvent posé sur les mixtapes que j'avais réalisés. Il y avait Octobre Rouge, j'avais un groupe qui s'appelait À Sauce de Locos, que j'avais aussi connu par le biais du circuit des mixtapes. Et puis après, de fil en aiguille, il y a Cassidy des X-Men, qui avait sorti je crois que c'était un street CD qui s'appelait Menil City. Je crois qu'il y avait 4-5 prods dessus. En fait, de fil en aiguille, au fur et à mesure des rencontres, on essaie de placer, quoi. Et puis on finit par les plus gros placements, entre guillemets, à faire avec des artistes quand même confirmés à cette époque-là. Il y a Youssoupha et Desporuti. Ok. Voilà. Donc Youssoupha, c'est le morceau Clash qui était sorti sur... C'était pas un album, ça, non? Non, c'était une mixtape, ouais. Une mixtape, ouais. La mixtape en noir et blanc. Et puis Despo, c'était sur son premier album. Mais Clash, en plus, c'est... Clash de mémoire, c'est le gros morceau de la tape, non? Ouais. Ah, donc là, c'est bien, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Non, mais oui, non, là en plus, c'est un gros placement. Parce que c'est le morceau qui a le plus tourné de la mixtape. Ouais, c'est le morceau phare du projet. Ouais, avec un clip où il y a Cozy. Ce qui est marrant, c'est que dans ce clip-là, il y a Cozy, qui est originaire d'Issy-les-Moulineaux. Ok. C'est ça. Ouais. Et qui avait posé sur une de mes mixtapes en 99. D'accord. Donc, tu vois, c'est que quand t'avances, après, il y a des gens que tu recroises. Ouais. Et comment ça s'est passé, justement, la connexion avec Youssoupha? Avec Youssoupha, en fait, alors je sais plus, on est en quelle année là? On est en 2010, je crois, 2011, je sais plus. Mais quand on avait réalisé la mixtape Affaires de famille là pour le. Qui était en 2009. Qui sort chez Triumph, chez notre label, sur notre label, on avait démarché. En fait, on m'avait présenté Espi. Oui. Ouais. Big up mon gars. Ouais. Ice Criminel. En fait, de mémoire, c'était un producteur, pareil, en fait, c'est qui s'appelle Chicos Pablo,
qui avait produit des titres sur un CD, enfin je sais plus enfin il avait produit pour SP. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet artiste, et le gars il kickait de fou, et je lui ai demandé de me mettre en contact avec lui. Donc après donc on a été en contact, il a posé sur Affaire de famille, un morceau avec Cassidy et Gros Dash d'ailleurs. Ok. Donc du coup on se voyait assez souvent, il passait au studio à Châtillon, Mouvement Authentique, pour écouter des prods ou même des fois pour enregistrer des trucs pour lui. Et puis des fois il y avait Youssoupha qui était là, puisqu'ils étaient très à ce moment-là ils travaillaient ensemble. Okay. Donc on l'a croisé souvent, et puis donc j'avais son mail ou son téléphone, je sais plus, et puis je me suis retrouvé à lui envoyer des prods directement sur son mail, et il avait choisi une prod. Il bossait sur sa mixtape là. Ouais. Je crois que je lui avais envoyé 3 ou 4 prods, il en avait choisi une, il avait commencé à écrire. Et après je lui avais renvoyé un deuxième pack dans lequel il y avait l'instru de Clash. De Clash, ouais. Et du coup il a mis de côté le premier morceau qu'il écrivait. en train d'écrire. Et il a fait Clash, voilà. Ouais, ça l'a. Que j'ai découvert, je sais plus si je l'ai découvert en studio ou non, je crois qu'il m'avait envoyé la mise à plat avant. Le rendu. Ouais. Okay. Et pour Despo? Pour Despo, je crois que c'est mon frère qui était en contact avec lui. Et puis c'est avec lui ou son producteur de l'époque là. Et puis il cherchait des prods pour l'album. Donc c'était quel projet celui-là? C'était son premier album, le premier album. Conviction Suicidaire. Ouais. Et du coup j'avais envoyé un premier pack qui était pas concluant. Et c'est sur le deuxième pack où il y a le morceau l'instru de... C'est souvent le deuxième pack qui réussit. Qui est efficace, ouais, on dirait, ouais. Qui est efficace. Et c'est sur le deuxième pack où il choisit une instru qui deviendra le morceau The Score. D'accord, ouais. Ok. Ouais, sur ce premier album, je vois celui de Despo. Et après ça? Après ça, Tu signes un artiste. Ouais, déjà après ça, j'ai plus trop l'envie de démarcher les artistes pour placer des prods, parce qu'en fait faut... Ah oui, parce que c'est ça en fait, c'est toi qui vas au devant des artistes pour pouvoir... Ouais, et en fait ce que j'ai cru à un moment, c'est peut-être mon côté naïf, c'est que le fait de placer un moment pour Youss ou pour Despo, c'est que ça allait créer une demande, et que les gens allaient contacter, et ça n'a pas été le cas. Donc du coup il fallait encore continuer à aller chercher les artistes, et à un moment ça m'a fatigué. Ouais. Mais quand tu regardes aujourd'hui par exemple en 2020, c'est les beatmakers sont très demandés. Oui. Ce qui n'était pas ton cas à l'époque. Si, il y avait déjà des équipes à l'époque qui étaient... mais pas comme maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un truc de fou. Si, à l'époque, là où j'étais à fond dans la prod, là quand on parle de Youss et de Despo, il y avait déjà des équipes... Street Fabulous, tout ça. Voilà, c'est avec qui étaient quand même bien implantés. T'avais aussi l'équipe de GoldenEye, avec Blastar, Cannibal Smith et Richie Beats. Richie Beats, ouais. Mais t'en avais pas autant en fait, je pense. C'était un peu eux que tu retrouvais sur la plupart des projets. Aujourd'hui, c'est vrai que je sais pas si t'as autant d'équipes, mais c'est souvent les mêmes qui reviennent aussi sur les gros projets. La petite impression que j'ai, c'est vrai que les producteurs sont très demandés, mais j'ai l'impression qu'il y en a 5-6 que l'on voit sur tous les projets. Ouais, c'est ça. Bah c'est comme à l'époque, comme à l'époque où moi je produis, c'est un peu, sauf qu'il y en a un peu moins et que ça se voit moins aussi. Aujourd'hui, avec du recul, ça te donne pas envie de retomber dedans? Non, pas du tout. Ah ouais, non, c'est vraiment on met de côté quoi, c'est fini. Bah je continue à produire, mais pour moi en fait, pour vraiment un kiff personnel, et pour des projets instrumentaux là qui sont sous le coude, ouais. Qui vont sortir? Oui. Très bientôt. Le premier G ou le deuxième G? Le premier pack. Le premier pack ou le deuxième pack? Le premier cette fois-ci. Ouais. Ah d'accord. Donc tout sortira chez Triomphe, c'est ça? Ouais, ça sort chez Triomphe, et c'est un projet que j'ai fait avec l'aide de Willy Beats, donc un ami que j'ai rencontré qui est originaire de Dunkerque, qui produisait pour le label à un moment, que j'avais signé en édition, et Zekoué, notre ami Zekoué, qui s'appelle Zek aujourd'hui, qui m'ont aidé en tout cas le premier projet, ouais. D'accord. Qui m'ont donné un bon coup de main. On va parler de la signature sur ton label. Ouais. Donc après, le premier projet Affaire de famille, il y a le premier EP de Radical MC. Donc c'est un jeune rappeur originaire de Châtillon, que je connais grâce au studio en fait, parce qu'il venait avec son groupe. Donc moi à ce moment-là, je travaille là-bas, et lui vient avec son groupe faire ses titres enregistrés, et puis repartir avec son MP3 pour le mettre sur MySpace ou sur son Skyblog, etc. MySpace, là c'est encore une fois la deuxième référence. C'était le début d'internet. C'est vrai, donc c'est comme ça que je le connais en fait, et je crois qu'ils étaient 2 ou 3 dans le groupe. Il y avait Chroma et peut-être Dom King à l'époque.
Donc je les vois, lui il m'interpelle en fait. Je lui en fais Parmi pas part. les trois, c'est lui qui... Ouais, c'est lui qui, pour moi, qui se détache en fait D'accord. dans son écriture, parce que je l'ai trouvé assez mature par rapport aux autres. Parce qu'à ce moment-là, lui, je crois, il doit avoir 16 ans ou 17 ans, tu vois. Mais je le laisse, je dis rien et j'observe en fait. Je suis plus là à l'observer. Et je sais plus c'est en quelle année, je crois que c'est quand il s'approche de ses 18 ans où je lui dis, écoute, en fait c'était un peu avant l'ouverture du label. Je lui dis, écoute, je vais ouvrir un label avec mon frère et puis j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Voilà. Donc on a discuté, on a mis les choses à plat et puis c'était parti. Et on a travaillé, on a commencé à enregistrer des titres et puis ça a donné le premier EP Maturité qui est sorti en 2010. D'accord, ok. Voilà, c'était 2010, c'était une bonne année pourtant. 2010 ? Ouais. Ouais, à cette période-là. 2009-2010, création du label, placement. Ça tourne bien. Ouais, à ce moment-là, on est très actifs. Ouais. Il y a une bonne énergie à ce moment-là. Ouais. Et la suite ? La suite, on sort le premier projet de Radical. Et là, on est totalement indépendant. C'est juste. Ouais, avec une distrib. On avait signé un deal avec, à ce moment-là, c'était Satellite. Ok. Qui fonctionnait plutôt bien, qui sortait des beaux projets. Donc on signe en distrib, donc c'est une distrib nationale. Après, ça veut pas dire qu'on le retrouve dans toutes les Fnac ou dans tous les magasins. Oui. C'est juste que après ça n'a rien à voir avec le distributeur, c'est plus le fait d'être un artiste indépendant qui sort son premier projet. C'est pas évident en fait, donc ils sont assez réticents. C'est comme à l'époque où moi quand je sortais mes premières mixtapes, tu vois, ils m'en prenaient 5. Qui sait d'où il sort. Et c'est après, c'est au bout de 4-5 ans quand t'arrives à ta disque, là il dit vas-y, là je t'en prends 50, tu vois, c'est au fur et à mesure qu'on... Ah ouais, faut le dire ça, parce qu'à l'époque c'était vraiment comme ça, c'est quand t'allais à la Fnac, ils te prenaient pas des packs de CD entiers, c'est-à-dire qu'ils te prenaient 5 CD, 10 CD, t'allais à la Fnac de Montparnasse, la Fnac des Champs, et tu plaçais tes CD à chaque fois, et c'était une galère, c'était une vraie galère. Le travail d'un distributeur, quoi. En fait, c'est ça, tu faisais le travail d'un distributeur. Ouais. Après, t'avais les marchés aussi, tu venais déposer ton pack il y avait 50 CD dans le carton, je crois. 25. Tu déposais ça, c'est ça, un bordel son nom. Donc, on a vécu ça, nous, on n'était pas encore dans l'époque des streams, on n'était pas encore dans sur le terrain. T'étais au four et au moulin, quoi. Je te jure. C'est pour ça qu'on dit cette génération de 2010, c'est une génération un peu sacrifiée, ouais, exactement, du changement qu'il y a eu entre il y a une transition, le physique, en fait, le stream, Internet plutôt, où on retrouvait la musique très facilement, mais sans rémunérer l'artiste et tout ce qui va derrière, production et tout. Quand tu dis que c'est une belle année, c'est vrai qu'il y a une belle énergie à ce moment-là, mais en même temps, et avec le recul que je me rends compte, c'est que quand on crée le label, en réalité, c'était pas la meilleure période pour créer un label, parce qu'à ce moment-là, c'est là où 2010, où tous les gens écoutent ils vont pirater les MP3 sur Internet et ils achètent de moins en moins de CD, quoi. Ce que tu dis, c'est totalement vrai, mais faut pas oublier qu'il y avait quand même, on en parlait en off tout à l'heure, il y avait quand même un groupe de personnes qui te suivaient réellement. C'est-à-dire qu'à cette époque, tu vendais 1000 CD, il y avait un bon billet qui rentrait directement dans ta poche, tu vois. C'est vrai. Ouais. Après, c'est vrai que moi, je trouve, tu vois, Immune, tout ça, ça fait du bien quand même. Parce que ta musique, elle a pu être propagée partout. Ouais. Il n'y aurait pas eu ça, tu serais cantonné peut-être qu'à ton quartier ou. C'est ça, tu vois. C'était plus accessible. Donc, il y a eu du bon et du mauvais dans tout ça. De toute façon, là, cette période-là, ça a été les débuts de ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Exact. Tu vois. Et puis, c'est bien qu'il y ait ce genre de transition ou de modification du business, parce que au final ça a fait avancer le truc, quoi. Oui, ça a apporté d'autres comportements, effectivement. C'est ça, ouais. Ça a changé les habitudes de consommation, un peu comme cette année, hein. Le confinement, ça a complètement changé la consommation de la musique et c'est pas, et une fois que le déconfinement sera total, il y a des habitudes qui vont rester, quoi. Ouais, c'est sûr. Exactement. Et pour revenir donc sur Radical MC, donc vous avez un premier, c'est quoi, c'était un EP? Ouais, c'était un EP, donc ça sort en 2010. Il y a eu un album après par la suite? Ouais, mais beaucoup plus tard. Ouais. Beaucoup plus tard. Là, on a des bons retours. Pour un premier projet, en termes de presse et tout ça, on avait bossé avec un attaché de presse. Et après, avec Radical, on sort 2 mixtapes gratuites via le site du label. Et on a mis du temps à sortir le premier album. C'était pas calculé, on aurait voulu le sortir plus tôt, mais après je sais plus, je pense que... La vie, en fait. Les aléas de la vie. Les aléas de la vie, exactement. Donc l'album, il arrive en 2015. D'accord. Lever l'encre, c'est un 15 titres, bien mixé, donc pas par moi. Non, c'était Jérémy Tuile de Studio Meter. C'est un studio qui n'existe plus, mais il a fait du
très très bon travail. Qui ont développé beaucoup d'ingé derrière. Ouais. D'accord. Donc c'est lui qui a mixé le projet. Et toujours en indépendant, on le sort. Là, Satellite ne s'appelle plus Satellite, ça s'appelle Kezit. Donc on le sort via Kezit. Et ça se passe plutôt bien, on a des bons retours. Au même moment, on sort des clips. Et c'est la première fois que je produis une date de concert pour l'artiste. Donc c'est quelque chose que je découvre, que j'apprends sur le tas. Au final, tu fais tout. Parce que tu le manages aussi, non? À ce niveau-là. Ouais, je fais un peu tout là. Ouais. Mais ça, je te le dis avec le recul, mais à vouloir tout faire à un moment, tu fais pas forcément bien, les choses tout. bien. Ok, je vois. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est qu'à un moment, il faut réussir à déléguer. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il faut avoir confiance aux personnes à qui tu délègues, mais effectivement, à ce moment-là, je fais tout. Et c'était pas facile. Mais c'était plutôt une belle réussite. On a fait une date au Petit Bain. C'était, je crois, une semaine ou la semaine de la sortie de l'album. Le but, c'était vraiment un concert promotionnel. Donc, il y a eu beaucoup d'invitations. Mais c'était rempli. Je crois qu'on a dû faire peut-être 200 personnes. Même aujourd'hui, quand il y a des vrais concerts, il y a beaucoup d'invitations quand même. Ouais, faut que les gens le sachent quand même. Le but, c'est qu'il y ait des photos où la salle est remplie. C'est comme ça te fait une belle com. Ouais. On le sait. Voilà. Donc, non, on était contents. Je crois qu'on avait la jauge de la salle, je crois que c'était 500. C'était une belle salle, hein. Petit Bain, je connaissais pas, mais en faisant des recherches, à la base, on voulait le faire au nouveau casino. Ouais. Ça, c'est vraiment la salle. Nous, on l'a fait, nous, au nouveau casino. Ah, putain, t'as eu la chance. Putain, ça, c'était. Mais nous, on y était presque, hein, parce que j'avais envoyé un mail au programmateur de l'époque. C'était bon, en fait, il nous avait calé une date. Et en fait, je crois qu'à un moment, il se barrait ou il partait. Enfin, je sais plus, c'était quoi l'embrouille. Tu sais, le nouveau casino, en fait, c'était comme l'Élysée Montmartre. Tu vois, l'Élysée Montmartre, c'était vraiment pour les bouts qui sont. Oui, je vois. Toi, ton bas de niveau, si t'arrives à faire ça, c'était déjà un bon. L'indépendance, quand t'es dans l'indépendance totale, le nouveau casino, déjà, c'est énorme. C'était un beau nom. Hein. C'est encore un beau nom. Hein, mais, tu me rappelles des souvenirs, là. Ouais, parce que je coupe vite fait, mais il faut quand même le dire. Grace, c'est aussi un homme de l'ombre de la musique. Donc, il y aura une émission spéciale. Il y aura une émission spéciale pour lui. Et on y était presque en fait. Et je crois qu'il doit bouger. Enfin, il doit quitter son poste. Et du coup, toutes les dates, elles sautent. Enfin, surtout nous, parce que nous, on était un peu personne. Mais et du coup, on s'est retrouvé du jour au lendemain à plus avoir de salle. Donc du coup, j'ai rebondi sur le Petit Bain, que j'ai découvert comme ça en fait, qui est une très bonne salle, Enfin, c'est une péniche à la base. Et le son est très bon. Et donc, je crois que ça prend 500 personnes. On a réussi à ramener 200 personnes et c'était une belle réussite. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Donc, il y avait, lui, il rappelait, il présentait son album, il y avait des musiciens, il y avait des invités. Ok. Il y avait eu, il y avait des beaux invités. Il y avait Camnouz, il y avait Redeka. Oui. J'en oublie sûrement. Il y avait DJ Fab qui avait fait le warm-up. Ok. Il y avait Aladoum en première partie. C'était, je suis quand même fier de ce qu'on a fait. Ouais. D'accord. Et ça s'arrête au final? Avec Radical, oui, c'était une période. Radical, justement. C'était, oui. Ça, après, c'est un peu comme les relations dans la vie. Il y a des hauts et des bas, et puis on ne travaille plus. C'est juste après, en fait. Les relations se sont un peu dégradées. Et puis, du coup, quelques semaines après la sortie de l'album, voire quelques mois, on travaille plus ensemble. Okay. Et à ce moment-là, en fait, on m'avait offert, comme le projet était distribué chez Kezit, c'est une période assez spéciale, hein, parce que même moi, en fait, en termes de producteur, tu vois, parce que tout à l'heure tu me disais, tu fais tout. Ouais. Je crois qu'à ce moment-là, je suis arrivé à un moment où, saturation. Parce que quand t'avances, parce qu'il faut savoir que quand t'es producteur indépendant et que quand tu fais beaucoup de choses, tu dois être très concentré. Oui. Et tu mets aussi ta vie familiale de côté. Bien sûr. Tu rentres et bon, c'est pas évident pour la famille aussi. Mais et du coup, t'as la tête partout. Et je pense que à ce moment-là, j'étais arrivé à un carrefour de ma vie professionnelle, c'est-à-dire en tant que producteur. Est-ce que je continue en fait? Est-ce que tu peux encore continuer à faire ça tout seul? Parce qu'en même temps, bon, j'avais monté le label avec mon frère, mais lui, il avait arrêté 2-3 ans après la création. Ouais. Donc à un moment, je gérais tout seul. Et puis il y avait aussi la question de toute l'énergie que tu mets dedans, tout l'investissement financier également que tu mets, et au final, il y a pas toujours le retour que tu attends. Donc en fait là, c'était vraiment une année spéciale où
où je me suis posé beaucoup de questions. En fait, est-ce que je continue? Est-ce que je laisse de côté? Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il y a Moussa Wagué de Kezit, le distributeur avec qui on travaille là depuis. Qui s'appelait avant Satellite. Voilà. Kezit, ok. Avec qui on travaille, qui me contacte en fait pour parce qu'il veut me proposer un truc. Et à la base, ça je crois que je l'ai jamais dit à personne. Il voulait rentrer dans le capital de Triomphe. Okay. Parce qu'il aimait, je suppose qu'il aimait la manière dont je travaillais. Il aimait aussi les artistes qu'on développait. Oui. Mais je lui explique un peu la situation sans rentrer dans les détails. Là, la situation que je viens de vous dire là, que je suis pas sûr de pouvoir continuer, qu'avec l'artiste ça se passe plus trop bien, et que je sais pas en fait. Je sais pas. Là, je suis à un moment où je sais pas si je vais continuer. Et puis de lui-même en fait, je lui dis je te donnerai une réponse dans quelques jours, mais il faut que je réfléchisse. Et de lui-même, il me recontacte quelques jours après en me disant écoute, si jamais la première proposition te convient pas, t'as un poste de DA chez nous, on va monter des labels, donc D'accord. Si ça t'intéresse, voilà, on en discute. Donc nouvelle aventure après le DJing, après la production, ingé son, c'est ça. Je passe en tant que DA, c'est directeur artistique. J'ai jamais rêvé d'être DA ou quoi que ce soit. Mais mine de rien, quand t'es DJ, t'es aussi DA parce que tu fais des sélections, tu contactes des gens. Tout se rejoint au final. Tout se rejoint, même en tant que producteur. Quand t'es derrière l'artiste, tu choisis des titres, tu l'aides à fabriquer son album. C'est un peu ce métier-là en fait quoi. Enfin, c'est ce métier-là carrément. Donc tu te retrouves DA chez Kezit. Ouais. Chez Kezit, ouais. Moi aussi j'étais DA chez Kezit. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. On en parlera plus tard. Mais quand on dit DA chez Kezit, t'as une... Donc DA, pour les gens qui ne savent pas, c'est directeur artistique. Voilà. T'as une branche particulière? Ouais, en fait, donc à la base, Kezit c'est un distributeur, et à ce moment-là, ils avaient déjà un label qui s'appelait il y avait Négative, exact. Ah oui, il y avait les compiles qui étaient sortis là, 78, tous les départements, en 2010. Il y avait Négative et il y avait Interlude, où il y avait Monsieur Nov qui était signé, qui était leur artiste phare à ce moment-là. Et en 2015, ils veulent ouvrir de nouveaux labels. Et donc, ils veulent ouvrir un label qui s'appelle... ils en ouvrent plusieurs, dont Repeat, celui où je suis censé trouver des artistes à signer sur ce label. On est dans le rap toujours, là? On est dans le rap, ouais. On est dans le rap, et du coup, la première signature sur Repeat, c'est Zekwe Ramos. D'accord, ok. À la base, je l'avais contacté pour de la distribution. Et puis de fil en aiguille, on discute, et je lui présente le projet, il passe au bureau, et puis finalement il est convaincu, et puis voilà, on démarre l'aventure avec lui. Après, il y a un artiste qui s'appelle Presto, qui est un ami de Moussa à la base, qu'on signe aussi sur Repeat. Et il me semble qu'il y a l'ADA aussi, qui atterrit chez Repeat, avec l'aide de Dean Records. D'accord. Ouais. C'est ça. Et puis voilà, donc je les aide à développer leur projet. Surtout le projet sur lequel je me suis le plus impliqué, c'est pas parce que je dénigrais les autres projets, mais ça s'est fait naturellement. C'était Zekwe, parce qu'il était productif. Il y a Presto qui mettait un peu plus de temps, il travaillait beaucoup ses morceaux de son côté. Et la DA, étant donné qu'elle est basée à Aix-en-Provence et que c'est Dean Records qui s'occupe de réaliser plus ou moins l'album. D'accord. Donc voilà, c'était surtout Zekwe sur le projet sur lequel je me suis le plus impliqué en tant que DA, quoi. Ouais. D'accord. Et l'aventure dure combien de temps, donc, chez Kezit? L'aventure, elle dure, donc là on est en 2015, ça dure jusqu'en 2017, mi-2017, ouais. D'accord, ok. Voilà. Après, y a les choses qui arrivent et qui font qu'on décide de ne plus continuer ensemble. Mais néanmoins, on reste toujours amis, je suis toujours en contact avec Moussa, et puis voilà. Ouais. Mais parce que tu me l'as dit, moi aussi je suis avec Moussa depuis peu. ton label toujours actif, Triomphe. Ouais, en fait, à ce moment-là, en 2015, actif, il est toujours. C'est-à-dire que quand je deviens DA chez Kezit, la structure Triomphe Records existe toujours, mais je fais plus rien dessus. D'accord. Et c'est depuis peu là que je vais relancer l'activité. Avec le fameux projet instrumental, plus axé sur de l'instrumental, ouais. D'accord. Okay. Mais aujourd'hui, tu as toute une nouvelle carte à jouer. Effectivement. Ouais. C'est l'agence Boomerang que j'ai créée fin 2017, la même année où t'es parti. Ouais.
Donc là, on redit encore une nouvelle expérience. Agence, ouais. Là, on est quoi dans le marketing, c'est ça? Marketing, communication? Ouais, communication et marketing digital, ouais. Ok. En fait, je veux savoir qu'est-ce qui te pousse justement à développer cette agence. Est-ce que tu sens qu'il y a un manque de communication chez les rappeurs, chez les artistes urbains? Ouais. Et en fait, c'est l'idée, je l'ai eu quand je bossais chez Kezit, parce que je tiens à préciser aussi que je m'occupais du label Repeat, mais mon boulot c'était aussi parce qu'à la base le travail de Kezit, c'est de la distribution, c'était d'aller démarcher des artistes pour distribuer leurs projets. Et en fait, lors des rendez-vous, je me rends compte que la plupart, voire la majorité des artistes sont en demande de communication, de promotion. Oui. Donc, quand je vois tous les artistes qui me demandent ça, en fait, qui limite veulent essayer de négocier un deal, c'est genre, si vous nous apportez de la com, on signe. On signe avec vous. Mais c'est pas forcément le boulot d'un distributeur. Et donc, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Et puis, j'ai ce projet-là qui commence à grandir, à germer, à grandir dans ma tête. Après aussi, chez Kezit, je faisais aussi du community management, ça m'arrivait aussi sur certains artistes, parce que comme on était au niveau de Repeat, une jeune structure, donc on faisait un peu tout aussi. Et donc du coup, je me dis, pourquoi pas intégrer de la com. C'était un peu flou au début, mais j'avais déjà l'idée, mais je crois que la première idée que j'avais, c'était vraiment de faire que du community management, parce que je voyais aussi que des artistes savaient pas trop comment faire, ils étaient pas très actifs, et c'était quand même quelque chose d'important quand t'es artiste. Les réseaux sociaux maintenant, voilà. Et donc presque la base. Ouais, en fait c'est ton propre média en fait. En tant qu'artiste, un réseau social, c'est ton média, et j'ai envie de dire, t'as même plus besoin de. Enfin, c'est plus à l'époque, nous, quand on allait. Aller son site internet. Quand il fallait aller en radio pour exister, etc. C'est aujourd'hui, tu peux exister grâce à tes réseaux sociaux, en fait. Ouais. Tu existes que par ça, en vrai. C'est quand tes réseaux sociaux sont bien développés que la suite se fait. C'est là que tu te fais remarquer que c'est là que les gens viennent à toi. C'est ça. Tu vois. Qui a changé par rapport à avant. J'ai l'impression qu'il n'y a plus cette partie peut-être elle est un peu différente, mais de développement d'artistes. On te prend quand t'es, entre guillemets, personne, et on t'emmène à un niveau. Ça a changé depuis ton époque, c'est plus comme ça maintenant. Mais il faut s'adapter, il faut suivre. D'où l'agence. Voilà. D'où l'agence, ouais. Donc au début, c'est vrai que j'avais vraiment cette idée de m'axer sur le community management. Mais très vite, je me rends compte que... j'essaie je vais pas dire de faire du 360, mais de voir vraiment tous les besoins d'un artiste, parce que je suis passé par là aussi. Et en tant que producteur, moi-même, j'ai fait appel à des attachés de presse pour défendre les projets. Mais là, il s'avère qu'on est dans l'ère numérique, que tu peux tout faire tout seul, que tu as des réseaux sociaux, tu peux communiquer d'une bonne manière pour augmenter ta fanbase. Mais le truc, c'est que certains artistes le font pas spécialement, ils savent pas le faire, ou le font pas comme ça devrait être fait, tu vois. Donc j'ai mis pas mal de services au niveau de l'agence, comme la création de sites web, du community management, il y a de la création de contenu. Une fois encore, dans cette agence, t'es tout seul ou Non. Au début, oui. Mais depuis cette année, donc 2020, je me suis entouré de deux personnes, voire 3, voire 4 même, parce qu'il y a une personne là avec qui je suis en train de discuter. Okay. Donc je travaille avec 2 attachés de presse, donc un senior et un junior. Okay. Donc pour expliquer, un senior, c'est quelqu'un qui fait ça depuis très longtemps. Donc en l'occurrence, c'est celui qui défendait les projets les premiers projets que j'ai sortis via mon label. D'accord. Et un junior qui est un nouveau venu qui est en train qui fait ça. Il y a aussi un graphiste, directeur artistique. Donc ça, c'est toute la partie graphique. Et puis là, il y a une conceptrice rédactrice avec qui je suis en contact, on discute, qui est en train de bosser pour l'agence, qui est en train de refaire le storytelling de l'agence. Okay. Et je compte bien l'intégrer aux offres de l'agence, notamment dans la partie personal branding. On en discutait tout à l'heure, en fait, qui consiste à vraiment définir l'ADN de l'artiste. Parce que là, j'ai beaucoup de demandes, en fait, de com. Mais comme je disais à Grace tout à l'heure, en fait, on a mis un questionnaire en place, en ligne. Et il y a une question pour moi qui est primordiale dedans, c'est quelle idée, en tant qu'artiste, tu veux amener, en fait. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres? Et souvent, il y a des réponses pour moi qui sont un peu... qui sont pas assez fortes, en fait. Et donc, du coup, j'ai vraiment envie c'est super important pour moi, en tout cas,
quand t'as un ADN artistique fort, quand tu vraiment t'as une idée très forte à développer, après c'est toute ta com en fait, elle part de là. Les jeunes artistes tous tes supports que tu vas diffuser sur internet, sur tes réseaux, en fait on doit retrouver cet ADN là. Tout à l'heure on prenait l'exemple d'Orelsan à l'époque quand il est arrivé, et je crois que c'était à l'époque de MySpace là quand il a fait ses clips polémiques déjà. Exact, Et moi l'image que j'ai d'Orelsan à ce moment-là, en fait c'est un loser. Oui. Et c'était l'image qui véhiculait. En fait, c'est ça. Et en fait, c'est super important pour moi parce que on est inondé d'informations avec Internet. Faut que tu arrives à vraiment avoir une image forte pour te démarquer. Ton image, ton propre univers. C'est ça. C'est ça. Ce sera après encore un peu plus facile pour toi de le travailler, quoi. Bah, une fois que tu as les bases, les adjectifs qui englobent la personnalité de l'artiste, c'est beaucoup plus facile. Est-ce qu'un rappeur qui sort de nulle part, qui a zéro projet, qui vient te contacter, tu peux travailler avec lui? Est-ce que tu peux lui créer une image? Bien sûr. Le façonner, en fait. Le façonner. Bien sûr. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui manquent d'identité. Est-ce que, en venant vers toi, avec ton agence, vous pouvez justement l'aider à façonner cette image? Ouais, c'est ça. C'est ça que j'essaie de mettre en place justement avec la conceptrice rédactrice. Elle travaille avec le graphiste. En fait, à partir du moment où t'as vraiment défini l'ADN de l'artiste, mais ça tu le fais avec de la discussion aussi. C'est pas l'artiste il arrive à dire bah toi tu vas être je sais pas le gars qui parle de sexe dans tous tes morceaux. C'est pas comme ça. On discute. On essaye de voir vraiment ce qu'il y a déjà de défini, ce que nous on repère en fait comme personnalité. Et après c'est de la discussion, c'est en fait on est vraiment dans le dialogue et dans un service personnalisé entre guillemets. On s'adapte vraiment à chaque artiste parce que moi je pars du principe que quand tu es artiste, normalement t'as quelque chose d'original à présenter. Tu peux pas présenter la même chose que quelqu'un qui est déjà là en fait. Ça c'est inutile. Tu viens pas là parce que tu t'ennuies quoi. Voilà. Donc après nous on les aide vraiment là ce que j'intègre là en ce moment à l'agence, c'est vraiment justement essayer de développer ce côté-là, vraiment définir un ADN fort pour l'artiste qui va en fait qui va être très simple à développer après au niveau des contenus etc. quoi. Est-ce qu'aujourd'hui tu refuses des personnes? Je choisis les personnes avec qui c'était une aussi de mes questions. Tu les trouves comment? Est-ce que des maisons de disques viennent à toi ou? Non, c'est essentiellement... Attends. Je t'ai demandé, est-ce que tu refuses des personnes? Tu m'as dit non, je choisis. Quelle différence fais-tu entre les deux? Oh, c'est un peu la même chose, c'est juste que je l'ai mieux dit. Je l'ai dit de manière plus... diplôme. Non, c'est vrai que on en parlait tout à l'heure, je me permets de choisir. Mais en fait, je trouve ça normal, en fait, c'est... parce qu'il y a des gens qui nous contactent par le biais du site internet. Donc après on discute au téléphone, donc il y a une méthode qu'on fait. Après parfois on envoie le questionnaire et justement quand après je fais le retour du questionnaire où on te sort où c'est pas très clair en fait, où ils savent pas trop et qu'après tu rediscutes avec eux au téléphone et qu'ils sont un peu perdus. Alors soit des fois d'eux-mêmes ils te rappellent plus parce qu'ils sentent que il faut qu'ils bossent encore, qu'il y a des choses à mettre en place de leur côté, ou sinon je peux leur dire que ça correspond pas forcément à des personnalités artistiques que nous on sent de développer quoi. D'accord. Mais après je peux les conseiller d'autres agences, ça me dérange pas, mais effectivement en fait je pense qu'il faut qu'ils adhèrent à une vision aussi parce que c'est pas évident aussi de dire à un producteur, à un artiste, de lui dire que écoute, parce qu'en général ils te contactent juste, en général c'est on veut plus de visibilité, on veut c'est ça, mais en fait c'est pas aussi simple que ça en fait. Il y a toute une stratégie à mettre en place et pareil on peut te faire des 3 posts par jour sur des réseaux sociaux, mais tant qu'on te reconnaît pas, tant que t'as rien de spécial à apporter, il va rien se passer en fait. Tu viens en appui. C'est pas toi qui va faire l'artiste en fait. C'est ça. Okay. Mais du coup on est vraiment dans... En fait, on part de la base. Pour moi, c'est comme quand tu construis une maison. En fait, il faut que tu aies une base solide, une fondation solide. Et pour moi, la fondation, c'est de définir vraiment ton ADN. Et à partir de là, tu sais le chemin que tu dois emprunter pour ta communication, en fait. Ok. Donc là, c'est la nouvelle aventure, l'agence Boomerang. C'est ça. Ouais. Ok. Donc ça se passe plutôt bien. Il y a des gens qui nous contactent via le site. Donc j'ai le luxe de pouvoir choisir les gens avec qui je travaille.
Mais comme je le redis, il faut qu'ils adhèrent à une vision. Après, moi, je leur explique ma vision. S'ils adhèrent pas, ils vont aller travailler avec quelqu'un d'autre. Et puis, il y en a avec qui ça adhère. Je vais notamment là, on a fait une mission pour un groupe qui s'appelle V5, un groupe originaire du 77, donc qui est signé sur un label indépendant qui s'appelle W Records. Okay. Donc ça, je suis en contact avec Shema, le directeur du label. Et justement, on a beaucoup discuté avant de commencer à travailler ensemble. Et en fait, c'est un feeling aussi, tu vois. Quand tu sens que la personne elle a la tête sur les épaules, qu'elle sait qu'elle prend ça au sérieux, qu'elle est à l'écoute. Ouais. Et on fonce. Moi, j'y vais. Tu vois, il faut vraiment qu'il y a l'humain avant tout en fait. Pour travailler avec quelqu'un, il faut vraiment qu'il y ait un feeling et qu'il se passe quelque chose humainement. Sinon, ça sert à rien. Je suis pas là pour imposer ma vision. Si t'es d'accord, on y va. Si t'es pas d'accord, il y en a plein d'autres avec qui tu peux bosser, quoi. Là, on touche à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2021 ? 2021, qu'on travaille avec de plus en plus d'artistes de qualité. Je sais qu'il y en a. D'accord. Et notamment, je vais lui lancer un appel, même si je l'ai contacté hier. Tu vois, juste pour dire qu'il y a des gens qui nous contactent, et chose que je commence à faire depuis peu, moi-même je contacte aussi des artistes. D'accord. Ou prod avec qui j'ai envie de travailler. Okay. Et donc là, j'ai découvert, je tiens à en parler. Son rapport marseillais. Ouais, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Hachim. Hachim, ok. Donc grâce à une publicité sur Instagram, okay. Donc, qui est du marketing digital. Et vraiment, je me suis pris une grosse claque. Donc c'est un artiste indépendant qui vient de Marseille. Ok. Il vient de sortir un EP qui s'appelle P. Il a déjà sorti d'autres titres auparavant. Je l'ai découvert avec le titre Reverse. Ok. Donc je vous invite à aller voir le clip. C'est très fort. Okay. Au niveau de l'écriture et au niveau du visuel, je trouve qu'il apporte vraiment un truc. Moi, je me suis vraiment pris une claque. Il apporte vraiment quelque chose de frais, quoi. Donc Hachim, si tu nous écoutes. Voilà. Tu nous écouteras. Donc j'ai échangé avec lui hier sur Instagram du coup, et je vais rentrer en contact avec sa prod. Ok. Et voilà, c'est vraiment on a envie de travailler des projets de qualité, et où il y a vraiment quelque chose à faire en termes d'artistique, et des artistes avec des personnalités fortes en fait, voilà, qui ont vraiment un univers à apporter. Je pense qu'on va choisir de mieux en mieux entre guillemets les artistes avec qui on travaille, comme ça fera une belle image de l'agence. Voilà. Parfait. En tout cas, merci pour tout, Diego. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Le site de l'agence. agenceboomerang.com. Voilà. agenceboomerang.com. Tout attaché. Voilà. Merci beaucoup. Merci Don Diego. C'était Background. Portez-vous bien. On se retrouve très bientôt. Salut. Ciao.